je me présente Marie-Michel Dumas, je coordonne le créneau personnes âgées. Je vais vous présenter un peu ce que c'est. Faire vraiment une introduction à la problématique ou à la question, les différents enjeux liés au défi de mobilité des personnes âgées. Alors, je disais que j'étais du créneau papa, je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, juste mentionner que c'est une initiative gouvernementale du ministère de l'Économie qui vise à assurer une concertation, une plateforme de concertation de plus d'une soixantaine d'acteurs de niveau national au Québec pour réfléchir à différents enjeux, dont une table sur la mobilité des aînés. On réfléchit à ces défis-là et on essaie de développer des initiatives innovantes qui peuvent être prises par l'économie sociale, donc par des entreprises ou des activités marchandes, soit développées par des entreprises ou des organisations communautaires, mais dont la finalité n'est pas de faire de l'argent, mais la finalité est de faire juste assez d'argent pour pouvoir s'assurer d'offrir des services qui soient rentables et qui soient accessibles dans ce cas-ci pour les aînés. Alors, mon mandat, c'est de réfléchir à développer avec tous les acteurs au Québec des initiatives structurantes, innovantes en économie sociale, de réfléchir à des nouvelles manières de dispenser des services en économie sociale pour répondre aux défis des personnes âgées. Alors, on a un comité sectoriel national qui travaille sur la question de la mobilité, dont un des projets autonomiques qui vous sera présenté après ma présentation. Vieillissement de la population, c'est très simple, on le sait, ça va augmenter rapidement. Il y a un consensus social sur la question du maintien à domicile, autant au niveau gouvernemental que les aînés, on le sait, on désire rester à domicile le plus longtemps possible, mais ça implique évidemment la nécessité de pouvoir se déplacer pour toutes nos activités. On voit un phénomène de féminisation du grand âge, une hausse du nombre d'aînés vivant seuls, et donc une diminution des revenus disponibles aussi, plus on avance en âge, ce qui sont tous des enjeux qui mettent encore plus de pression sur la question de la participation sociale et donc de la mobilité. Le défi de la participation sociale est immense. C'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme ayant des impacts sur, et là je ne ferai pas le tour de ça, mais ça a des impacts sur le taux de mortalité, sur l'accès aux services de santé, sur l'accès à la médication, le déclin fonctionnel, sur des aspects psychologiques, autant psychiques, sur la santé autant psychique que sociale, que psychologique de l'aîné. C'est essentiel d'avoir accès à la participation sociale et la mobilité est un des éléments centraux pour permettre aux aînés qui ont perdu leur permis de conduire, par exemple, ou qui n'ont plus les moyens financiers d'avoir une voiture, de pouvoir continuer à être mobilisés. Et au Québec, c'est 43% des aînés, on sait, qui vivent des problématiques, des embûches à leur participation sociale ou qui vivent carrément de l'isolement social. Alors, c'est vraiment une problématique qu'il faut adresser. Différents facteurs d'isolement social existent. Je ne ferai pas toute la liste, mais un des facteurs centraux reconnus unanimement dans la littérature, c'est vraiment les moyens de transport, l'accessibilité aux moyens de transport. On sait que les aînés sont de plus en plus dépendants de l'automobile, mais lorsque la voiture n'est plus une solution, ou lorsque, soit par déclin de capacité physique ou par déclin de capacité financière, qu'advient-il de la participation de ces aînés-là? Alors, les personnes âgées, la mobilité, il faut comprendre qu'ils n'ont pas des habitudes de mobilité et de déplacement. Puis là, je parle, il y a plein d'aînés dans la salle ici, vous allez sûrement abonder en mon sens. C'est plus des gens qui travaillent, fait qu'ils ne se déplacent pas aux mêmes heures que les autres clientèles, par exemple, du transport en commun. Ils vont souvent, ils ont des besoins très inégaux. C'est pas toutes les, on ne peut pas dire les aînés. Tu sais, moi, je déteste quand tout le monde dit les aînés. Il y a toutes sortes d'aînés. Des aînés qui courent en marathon, puis il y a des aînés qui vivent en ville, puis d'autres en municipalité. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement inégal selon ta condition, selon où tu vis, selon tes aptitudes aussi, ton autonomie, ton sentiment de sécurité, à lire des plans, à prendre d'autres moyens de transport, par exemple, que l'automobile. Alors, c'est un enjeu qu'on le voit bien, qui est très complexe et qui se complexifie avec l'âge, okay? Et qui viendra poser de plus en plus de pression sur l'organisation de nos territoires, de nos municipalités. La dépendance à la voiture est très importante et on sait que l'utilisation de tous les autres moyens de transport qui existent est très, très marginale. En fait, des études démontrent que
Les personnes âgées, lorsqu'elles perdent leur permis de conduire, souvent vont se retourner vers soit un proche ou un bénévole qui va pouvoir les conduire encore en voiture ailleurs, ou alors ils vont faire leurs courses, leurs choses à pied autant que possible. Donc, ils vont préconiser la marche que d'autres moyens de transport. Alors, ça aussi, c'est à réfléchir comme enjeu dans la situation. Le transport et la mobilité des aînés passe également par des environnements urbains adaptés qui favorisent donc la marche, je le disais. Et qu'est-ce que les démarches MADA peuvent faire pour accroître la mobilité? Adapter des services existants, créer des nouveaux services, aménager la coordination des partenaires du milieu. Il y a plusieurs acteurs qui agissent en mobilité sur un même territoire, mais souvent, ils ne se parlent pas. Le nombre de transports adaptés qui vont rouler vide ou de transports scolaires qui vont rouler à vide et qui peut-être auraient pu mobiliser des gens qui en avaient besoin, etc. Donc, il y a une utilisation peu efficiente souvent des ressources qu'on a et la concertation est vraiment essentielle là, pour ce débat-là. Les grands défis pour les municipalités, ben les municipalités et leur communauté. Oui, il me reste 4 minutes. Ouais. Ah, ça va super bien, je vais finir ça avant, check mon pain. Alors, les défis pour les municipalités, modifier les habitudes de mobilité au fur et à mesure que la population vieillit. Il y a une faible attractivité, il y a une méconnaissance de l'utilisation du transport. Ça, c'est beaucoup une responsabilité municipale. Ça nécessite une adaptation des transports aux besoins des aînés. Les difficultés techniques et financières aussi sont très présentes pour adapter cette offre-là. Les capacités sont limitées. C'est important d'arrimer les dossiers municipaux pour améliorer le transport de la mobilité. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des dossiers complexes à arrimer souvent. Et l'enjeu de la rétention de la population aînée et la revitalisation dynamique des territoires va passer par le fait que l'aîné puisse continuer à être connecté avec les centres de services, même sa résidence. Donc, la question, l'enjeu de la mobilité, de l'offre d'une mobilité adaptée aux aînés a un impact direct sur la dévitalisation ou pas de certains milieux, là, quand on sait que ces milieux-là sont grandement vieillissants. Alors, des pistes d'intervention, puis ce sera ma dernière slide en bon français, parce que c'est justement ce qui vous sera présenté après des pistes d'intervention. Je voulais juste, moi, positionner le fait que c'est un enjeu très complexe. Les pistes d'intervention, on en a identifié plusieurs. Donc, on sait que le besoin prioritaire, mais pas que, mais le besoin prioritaire en termes de données, c'est le transport accompagnement pour des motifs, par exemple, médicaux non urgents ou autres que médicaux. C'est le trou de service qu'on voit le plus fréquent. Il y a besoin d'augmenter l'accès et le nombre de véhicules adaptés. Et pas juste le transport adapté, il y a besoin de véhicules adaptés. Ça prend des services qui sont flexibles, donc qui offrent qui peuvent offrir des services sans réservation ou à court terme. Actuellement, les gens qui ont besoin de services d'accompagnement, un peu de flexibilité au niveau de l'horaire et des tarifs. La perception de la sécurité pour le transport actif ou en fait pour tout autre type de transport que le transport automobile. C'est souvent la perception de la part de la sécurité qui va être un obstacle à les utiliser. On en a parlé aussi à plusieurs reprises d'améliorer la communication des services à la clientèle. C'est un enjeu important. Souvent, il y a des services qui existent, puis les personnes âgées ne vont pas le savoir. Ils n'ont pas accès à cette information-là, on ne réussit pas à les rejoindre adéquatement. Donc, ça aussi, c'est un enjeu qui relève quand même de la responsabilité des municipalités. Mais il y a quand même espoir, je vous assure. Et on a vu que les choses qui étaient les plus porteuses puis qui a eu le plus d'impact, c'est vraiment une ouverture à de nouvelles voies d'intervention parce que le défi de mobilité des aînés qui s'en vient est tellement grand que les ressources actuellement telles qu'elles sont déployées, c'est-à-dire en silo, n'arriveront pas à répondre à ça. Alors, il faut arriver à réfléchir en dehors de la boîte. Il faut arriver avec un désir politique aussi, à pouvoir vraiment arrimer la concertation régionale pour offrir des services qui soient bien imbriqués et arrimés les uns avec les autres. Augmentation du financement disponible, idéalement. C'est facile d'écrire ça sur une slide, vous allez me dire, mais il y a des pratiques innovantes qu'on connaît, comme par exemple en Gaspésie, toutes les MRC du territoire de la Gaspésie se sont tous entendus pour dire que sur chaque
litres d'essence vendus en Gaspésie, il y a 1 sou qui s'en va pour financer le transport intermunicipal, et notamment le transport adapté pour les aînés. Ben, c'est une des pratiques. Et on a ici des gens qui se sont cassés la tête pour trouver une bonne solution, pour trouver des sous. Il y en a plein d'autres. Il me reste juste 2. Consultation des aînés, c'est super important, c'est ce qu'a fait les mandats. Puis, ouverture au potentiel de l'économie sociale comme piste de solution. Ça sera mon dernier mot, mais c'est définitivement une manière d'organiser l'offre de services d'une organisation économique qui, comme elle n'est pas à but lucratif, permet de pérenniser davantage l'offre. Et je vous laisse avec notamment Jean-François qui présentera un superbe projet d'économie sociale qui, je suis certaine, vous emballera. Merci! Bonjour, je me présente, Jean-François Lessard, je suis directeur d'un OBNL qui s'appelle Autonomique, qui a été fondé par les organismes communautaires de la Montérégie. L'idée était, c'est surtout venu des centres d'action bénévole au départ, qui avaient identifié comme besoin le fait d'avoir accès à des véhicules pour répondre aux besoins de la population en général, et plus spécifiquement des aînés qui font l'objet souvent de transport médical. Et de ce qu'on appelle le transport bénévole, là, dans le jargon des centres d'action bénévole. Et tout ce projet-là, donc, on a fondé l'OBNL en 2016 et on s'apprête à mettre dans la Vadille du Richelieu en place des véhicules en autopartage. Et on a en ce moment un projet qui se fait dans le cadre qui est financé par le créneau aîné du plan d'action gouvernemental en économie sociale. Tada! C'est ce plan-là. Et donc, roulement de tambour. Le projet étant, on a ciblé 3 OSBL d'habitation de la Montérégie et 2 coopératives d'habitation qui desservent que des aînés, dans le but d'introduire des véhicules en autopartage dans ces résidences-là qui vont être réservées exclusivement aux résidents des immeubles. Qu'est-ce que l'autopartage? C'est une automobile qui est stationnée à un endroit facile d'accès et que vous pouvez louer à la demi-heure, à l'heure, pour 2 heures, et donc en fonction de vos besoins. Ce qui fait que vous n'avez pas à posséder une voiture pour avoir accès à une voiture. On sait qu'un véhicule, ça coûte entre 5 et 10 000 $ par année. Si vous êtes très chanceux et que vous ne roulez presque pas, vous allez peut-être vous en tirer autour de 5 000 $, mais une voiture fiable sur laquelle on ne veut pas toujours mettre de l'argent pour les réparations, pour laquelle on ne veut pas se casser la tête, c'est généralement entre 5 et 10 000 $ quand on calcule les assurances, l'essence, l'immatriculation et les frais du véhicule en général. Parfois à cela s'ajoute pour certains qui sont pas en résidence, qui sont encore chez eux, les frais de déneigement, les trucs comme ça. Donc là, nous, on s'est interrogé, pas que pour les aînés, pour l'ensemble de la population, comment on pouvait mutualiser les ressources de transport et faire en sorte qu'au lieu de consacrer 5 à 10 000 $ par année, vous puissiez consacrer autour de 1 000 $ par année à l'utilisation d'un véhicule qui serait partagé. Notons au passage qu'une automobile, c'est probablement le pire investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Merci. C'est quand même la chose. En termes comptables, en termes d'investissement, quand on regarde ça, sans a priori, on se rend compte que c'est une infrastructure qui coûte cher, qui se dévalue rapidement et qui dort, donc ne sert pas, entre 93 et 97 % du temps. Donc, c'est la ressource la plus onéreuse, la moins utilisée au Québec. Il va sans dire, probablement dans le monde également. L'idée de la partager vient donc à dire, si on la partage, ces frais-là, pour chaque individu, diminuent. Et aussi, ça nous permet de gagner en liberté d'action. On n'a plus à l'amener au garage, on n'a plus à l'amener à la déneiger, on n'a plus à faire quoi que ce soit. Quand on mutualise aussi les personnes ressources, les garagistes, les gens qui vont nous accompagner pour gérer ce véhicule-là. C'est ce qu'Autonomique fait, entre autres. Autonomique, c'est une présentation qu'on ne verra peut-être pas. Mais, oui, c'est ça. Et donc, Autonomique
a mis en place un écosystème qui est fait de 4 principaux services. Je vous ai parlé de l'autopartage, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le partage de véhicules entre particuliers. Donc, vous avez un véhicule, vous dites « j'aimerais mieux ne pas m'en départir, mais je suis prêt à le prêter à la communauté, à mes voisins, aux résidents de mon immeuble. » On peut vous mettre en relation avec ces gens-là par un système informatisé qui pourra aussi être accessible par téléphone et via une application mobile, via Internet ou via le téléphone, vous allez pouvoir réserver la voiture de cette personne-là qui la met à disposition de la communauté ou d'un groupe d'amis. Donc, si Dominique, qui est ici, dit « moi, mon véhicule, il dort tout le temps, je m'en sers jamais, ou presque pas, mais je ne suis pas prêt à m'en départir parce que des fois, j'en ai vraiment besoin », il s'abonne à Autonomique et son véhicule devient disponible pour les abonnés d'Autonomique. Et 80% des revenus qu'on reçoit pour la location de son véhicule, on lui reverse à lui. C'est avec ses assurances. Il n'y a aucun souci. Ouais, alors, au niveau des assurances... J'en ai plein que j'écris. Ben, vous l'appellerez parce qu'il n'y a aucun problème. Intact Assurance, La Capitale, l'Union canadienne, Desjardins, vous n'avez qu'à leur dire, ils vont cocher une nouvelle coche qui existe dans le contrat d'assurance et vous n'aurez aucune augmentation de prime liée au fait que vous prêtiez votre véhicule. Ces démarches-là... On fait plus que la prêter, on la loue. Oui, il n'y a aucun problème. C'est légal. Il y a une compagnie américaine qui a commencé à instaurer ce service-là qui s'appelle Turo. Ils ont maintenant 100 000 abonnés au Canada. Il y en a près de la moitié qui sont au Québec. Et c'est eux qui ont fait tout le travail de lobbying auprès des compagnies d'assurance et du gouvernement pour permettre ça. Et les compagnies d'assurance ont décidé d'emboîter le pas en disant que c'était leur geste, en quelque part, pour permettre une mutualisation des ressources et donc aussi faire du développement durable, là, en quelque part, c'est-à-dire que de ne pas dépasser pour un véhicule. On peut aussi installer un module électronique dans le véhicule qui fait que vous n'avez même pas besoin d'être présent pour céder votre véhicule. Nous, on exerce tous les contrôles au niveau de l'abonnement. Ça, Turo ne le permet pas. Nous, on le fait. Et donc, avec votre cellulaire ou avec une carte à puce qu'on vous envoie quand vous vous abonnez au service, vous pouvez débarrer le véhicule, vous roulez avec, vous le ramenez, vous remettez l'essence au niveau où il était, et avec le prix de l'abonnement, l'essence est incluse. Il y a dans le coffre à gants du véhicule, nos véhicules à nous, en autopartage, ou les véhicules des particuliers, une fente magnétisée avec une carte de crédit qui ne peut servir qu'à l'achat d'essence dans le contexte de l'autopartage, qui est fournie et qui fait en sorte que la personne n'a qu'à aller à la station-service se servir de cette carte-là, qui ne peut servir à rien d'autre qu'à de l'achat d'essence, faire le paiement, remplir le véhicule. L'ordinateur de bord nous dit si le véhicule se trouvait à ce moment-là bel et bien dans une station-service et combien de litres d'essence ont été mis dans le véhicule. On a accès à toutes ces données-là. Donc ça, c'est le volet partage de véhicules entre particuliers. En moyenne, chez Turo, quand on regarde ce qui se passe, c'est entre 300 et 500 $ de revenus par mois que les abonnés Turo ont va plutôt sur le site d'Autonomique, tout simplement. Autonomique.org. Est-ce que c'est un revenu qu'on déclare? Non, c'est ça dépend à quelle hauteur c'est. Dans tous les cas, c'est pas taxable, mais c'est comme une location, c'est comme un prêt de personne à personne. Mais normalement, vous devez le déclarer lors de votre déclaration d'impôt. Ça, c'est la loi, là. Je veux dire, on ne peut pas s'y soustraire. Alors, exactement. Donc, ensuite, l'autre service que Autonomique propose, c'est un service d'autopartage standard, c'est-à-dire que le véhicule est dans la rue et monsieur et madame tout le monde peut s'en servir. Il est dans un stationnement qui appartient à une ville, un stationnement un peu comme Communauto à Montréal. Donc, le véhicule est dans un stationnement, vous y avez accès. Ça, c'est des véhicules qui nous appartiennent à Autonomique et qu'on fournit. Ensuite, à propos, et puis le prédit va être en haut. Tu cliques dessus, et éventuellement, il va s'afficher. Mais là, j'ai pas mal avancé dans la présentation. Donc, tu pourrais le mettre en grand écran une fois qu'il va... voilà. Autorisé. Et donc, le partage de véhicules... donc, j'ai fait l'autopartage, j'ai fait le partage de véhicules... Là? C'est où, là? Là, on va reculer. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Donc là, ça, j'en ai parlé.
Donc l'autopartage, le prix de base auquel on réserve l'autopartage, c'est 3,50 $, maximum 30 $ par jour, plus 41 cents du kilomètre, les 100 premiers kilomètres, et ensuite ça passe à 23 cents. Éventuellement, on va élaborer un peu plus les forfaits, mais l'idée étant que ces véhicules-là ne servent pas à partir en voyage pendant 2 semaines. C'est des véhicules qui servent à faire des courses, à faire des commissions, à faire des courtes distances, à aller visiter la famille, bref, pour l'usage de tous les jours. L'idée étant de le partager avec un maximum de personnes. Ne vous en servez pas comme votre premier véhicule qui vous sert à faire l'ensemble de tous vos transports, surtout si vous allez encore travailler, si vous êtes en déplacement quotidien, ça ne sera pas rentable, vous êtes mieux de garder votre premier véhicule. Mais beaucoup de ménages, même chez les aînés, ont 2 véhicules. Débarrassez-vous du deuxième et adhérez à Autonomique. Vous allez vraiment économiser beaucoup d'argent. Ensuite, je vais juste mettre ça là. Si l'auto est financée, il n'y a pas de problème, là. Si elle n'est pas finie de payer. Non, absolument pas. Il y a juste au niveau de la location, si vous avez une voiture en location, ça c'est pour le volet partage de véhicules entre personnes, là, on s'entend, parce que ça, l'autopartage, c'est vraiment nos véhicules à Autonomique qu'on met sur rue. Ils sont connectés à une borne. On travaille qu'avec des Volt pour l'instant, nous, au niveau donc des voitures hybrides, au niveau de la flotte d'autopartage. Donc, comme je le disais, ensuite, il y a le covoiturage. Ça, c'est une autre option qu'on offre à Autonomique. Donc, le covoiturage, vous connaissez le concept, sauf que nous, on l'amène un petit peu plus loin. C'est-à-dire que, classiquement, le covoiturage consiste à dire « je m'en vais en quelque part, je le publie sur une plateforme de covoiturage et j'espère que quelqu'un va se manifester avant que je parte pour embarquer avec moi. » Ensuite, il y a un échange d'argent entre les individus. Ils prédéterminent, il y a des plateformes comme covoiturage.ca qui suggèrent les montants, mais c'est pas clair et donc on regarde ça. Les gens donnent un peu ce qu'ils veulent. Nous, à Autonomique, on a proposé une autre approche, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on appelle du covoiturage planifié. Donc, vous annoncez votre voyage à l'avance et quelqu'un se manifeste, mais si personne ne s'est manifesté, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous partez quand même. Et si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez recevoir une alerte en temps réel. C'est comme de l'autostop 2.0. Vous recevez une alerte en temps réel de quelqu'un qui est sur votre trajet, qui veut embarquer avec vous. Vous dites oui verbalement lorsque l'alerte rentre et le trajet se modifie, se dessine sur votre téléphone en temps réel pour aller récupérer la personne, faire le petit détour qui vous permet de récupérer la personne. Le passager paye Autonomique, Autonomique repaye le conducteur. On ne dépasse jamais le tarif de 40 cents du kilomètre. C'est très rare que ça va monter jusque-là, mais ça ne montera jamais au-delà de 40 cents du kilomètre, qui est la limite prescrite, permise par la loi, pour ne pas contrevenir à la loi du taxi, que ça demeure du covoiturage. Le passager, lui, va commencer à payer 20 cents le kilomètre, et plus il va parcourir de kilomètres dans le mois, on facture au mois, pour permettre que plus tu parcours de kilomètres dans le mois, moins le coût au kilomètre va être grand. Tout ça se fait comme ça, et ce système-là va permettre de fédérer des gens qui sont dans une ville, parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une ville qui fait affaire avec un service de covoiturage. Je vais vous donner un exemple très clair. À Saint-Antoine-sur-Richelieu, un coin que je connais bien, ils font affaire avec Carpool. Les gens de Saint-Antoine-sur-Richelieu sont en lien avec Carpool pour voyager entre eux. La personne s'en va à Brossard. À Sainte-Julie, ils passent par Sainte-Julie par la 30, mais à Sainte-Julie, eux, ils font affaire avec covoiturage.ca. Quelqu'un qui part de Sainte-Julie qui veut aller à Brossard, la même destination que la personne de Saint-Antoine, et la personne de Saint-Antoine qui part de Saint-Antoine pour aller à Brossard ne sont jamais mises en relation pour voyager ensemble. Et finalement, à Brossard, il y a une autre compagnie qui s'appelle Netlift, qui n'est pas en relation ni avec covoiturage.ca, ni avec Carpool. Et les gens, non seulement ils ne sont pas mis en relation avec les autres plateformes, mais en plus, ils ne sont pas mis en relation avec les autres abonnés d'autres villes qui sont dans la même compagnie, qui font affaire avec la même compagnie qu'eux. Ce qui fait qu'au final, ce n'est que du covoiturage à destination ou en provenance d'une seule et même ville. Donc, on limite le nombre de personnes qui peuvent être mises en relation pour faire du covoiturage. Avec Autonomique, tout ça tombe, tout le monde a accès à la plateforme et on est capable de le faire. Et je vais vous expliquer jusqu'à quel point ça va devenir révolutionnaire bientôt. Partage de véhicules entre personnes, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc votre véhicule devient en autopartage. Ce que je n'ai pas spécifié par contre, c'est que vous pouvez aussi dire « Moi, je n'ai pas envie que mon véhicule soit partagé avec l'ensemble de la communauté. Par contre, j'ai un groupe de voisins, j'ai des habitants dans mon immeuble en qui j'ai confiance, je voudrais que ce ne soit que ces personnes-là qui puissent utiliser mon véhicule. » Eh bien, on le fait aussi.
Et donc, vous pouvez décider des personnes avec qui. Mais l'avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin d'être là pour prêter le véhicule. Vous partez en vacances 3 semaines, votre véhicule roule puis ramasse de l'argent pour vous, vous revenez, votre voyage vous a rien coûté. La gestion de flotte, c'est le projet sur lequel on travaille dans le cadre du PAPA. Donc, il y a le volet 1, qui n'est pas celui-là, nous autres, c'est le volet 2 qui nous préoccupe. Mais le volet 1, c'est quand même intéressant. Vous êtes une municipalité, une entreprise, un organisme. Vous avez une flotte de véhicules, vous vous en servez le jour, mais les soirs, les fins de semaine, ça ne sert pas. Bien, appelez Autonomique, on peut mettre en branle un système qui va faire en sorte que vos véhicules vont être rendus disponibles pendant que vous ne vous en servez pas, et ils vont pouvoir servir à l'ensemble de la communauté. Ils vont être mis dans le pôle d'autopartage. Des flottes de véhicules municipaux. Par exemple, un véhicule, il y a de plus en plus de services d'urbanisme qui vont avoir un petit véhicule électrique ou une petite voiture qui sert pour faire des déplacements pour les gens du service d'urbanisme. Mais quand ils ont fini de travailler, ces gens-là, le véhicule dort. Oui, et il est là, et il n'est pas exploité. Il dort, mais il est étiqueté. Oui, On exactement. dirait que je trouve ça vraiment génial, mais on dirait que je suis comme pas fine, je vois plein de freins. Comme là, mettons, je me dis, une municipalité, elle a son étiquette sur la porte, puis oui, il y a quelqu'un qui va louer, mais c'est ça. C'est que le véhicule, il se promène avec un visuel de la municipalité. Exactement. Fait qu'il y a de la représentation qui peut être positive et négative, là. Fait que c'est ça, on dirait que je vois. Puis les assurances, moi ça me... Il n'y a aucun... il y a vraiment, là, ça, c'est... Notre étude de faisabilité est faite. C'est vraiment génial. On a des gens de chez Desjardins qui nous ont accompagnés de A à Z pour faire l'étude de faisabilité. Au niveau des assurances, et là encore, nous, on fait affaire avec la Capitale, qui est l'assureur de Communauto. Okay. Et il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Dès que la voiture est prise en charge et l'objet d'une utilisation par un client d'Autonomique, c'est l'assurance d'Autonomique qui prend en charge le véhicule. Et quand le véhicule est retourné à son point de départ, là, c'est l'assurance de la personne. Et tout ça est numérisé, nous, on le sait. Le véhicule démarre, on le sait. Et vous le débarrez avec votre cellulaire ou vous le débarrez avec une carte à puce qu'on vous a envoyée à l'avance. Donc, tout est numérisé, on le sait. Et pendant que vous avez le véhicule, mettons que vous devez arrêter de faire des commissions, il y a la clé du véhicule est dans le coffre à gants. Okay. Donc, vous pouvez l'utiliser. Il resterait Une question à te demander. Qui vérifie qui a un permis de conduire? C'est nous. Et on est en lien avec la Capitale qui va... c'est la Capitale qui approuve le dossier de conduite des personnes qu'elle désire ou non assurer qui va adhérer au service d'Autonomique. Donc, nous, quand vous vous inscrivez à Autonomique, vous rentrez votre permis de conduire, vous rentrez toutes vos coordonnées. C'est envoyé à la Capitale qui vérifie en temps réel avec la SAAC que votre dossier de conduite, vous n'êtes pas un récidiviste d'alcool au volant, des choses comme ça, vérifie que votre permis est bien valide. Et après ça, il nous donne l'autorisation. Et à partir de ce moment-là, vous recevez une alerte comme quoi vous êtes autorisé à utiliser les services. Au niveau du projet qui nous préoccupe, c'est l'idée d'avoir un véhicule 24/7 qui est disponible à 100% pour une résidence, une entreprise, une institution, une municipalité ou un groupe de personnes, comme une résidence de personnes aînées. Le tarif fixe mensuel, c'est 950 $ plus 15 cents du kilomètre. Ça inclut, on ne le voit pas très bien, là, mais le carburant, les réparations, l'entretien régulier, l'immatriculation, les pneus, les assurances, le module de réservation, tout. La seule chose qui n'est pas incluse, c'est la borne de recharge. Puis ça, il y a moyen de la faire rentrer dans le prix. Et on peut aussi fournir une interface, une tablette, que vous mettez dans le hall d'entrée de la résidence et qui permet pour les gens qui n'ont pas de cellulaire, qui n'ont pas de téléphone intelligent, qui n'ont pas d'Internet à la maison, d'aller tout simplement dans leur hall d'entrée et de faire leur réservation avec la tablette. Et une fois qu'ils prennent possession du véhicule, avec leur carte à puce, par exemple, qu'on leur a renvoyée, eh bien, ils ont la clé du véhicule, donc ils n'ont pas besoin d'un cellulaire ou de quoi que ce soit pour l'utiliser. Excuse-moi, tout ce dont tu nous parles, c'est sur la clé USB qu'on a eu à l'entrée? Oui. Ouais, ce prédit-là, en fait, il y a le lien Internet pour aller voir le prédit. Vous l'avez sur la puce, là, sur la carte. Là, ouais. Et là, ça, c'est l'application mobile, de quoi elle va avoir, de quoi elle a l'air. Comme un 30 secondes. Vous pouvez choisir, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre application mobile, c'est la première au monde à être capable de rallier tous ces services-là dans une seule application. Il n'y a personne qui fait ça. Même les meilleures entreprises de mobilité à Silicon Valley, ils ne font pas. Et notre application regroupe autopartage, la gestion de flotte volet 1, gestion de flotte volet 2, le partage de véhicules personnels, le covoiturage. Éventuellement, je vais vous expliquer ça après. En fait, vous pourrez commander un taxi avec notre application, vous pourrez commander du transport adapté. On est déjà en train de travailler avec Brome-Missisquoi là-dessus. On a des plans pour
pour travailler avec le transport adapté. L'application qu'on utilise servait déjà pour ça à Montréal. C'est une application qui appartient à iProtaxi et de laquelle on a obtenu la licence pour l'utiliser de façon exclusive au Québec. Et ce que vous voyez ici, et là je vous donne un petit hint, c'est les applications des partenaires Communauto, Netlift, tout ça. En ce moment, on est en train de développer un projet avec le Montréal Ville Intelligente. Et dans Montréal Ville Intelligente, il y a 3 acteurs principaux qui vont jouer un rôle dans la stratégie de mobilité de Montréal Ville Intelligente, la CMM, l'ARTM, la Société de transport, et Autonomique. Et Autonomique est appelé à fournir une solution qui va faire en sorte que pour réserver un communauto, faire affaire avec Netlift, faire affaire avec covoiturage.ca, louer une Car2Go, louer un Bixi, n'importe quoi, vous aurez une application à avoir dans votre téléphone et ça sera celle d'Autonomique. Tu vises un déploiement à travers tout le Québec? Absolument. Rien de moins. On rencontre le ministre des Transports là-dessus jeudi prochain pour discuter et mettre en place un plan qui va nous permettre de financer dans le cadre du programme du plan d'action en mobilité durable qui a été adopté par le gouvernement. Vous êtes une économie sociale? Cette démarche. Oui, c'est un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif. Et les seuls membres habilités à voter, une ville peut être membre, un individu peut faire partie de ce qu'on appelle nos comités d'usagers. On fait beaucoup de concertation locale pour répondre aux besoins des milieux. On se déplace, on s'assoit avec les gens, quels sont vos besoins. Tous ces projets-là, ils n'étaient pas là au départ. Là. Nous, quand on voulait avoir des chars pour nos organismes communautaires, c'est pas ça qu'on avait en tête. Le projet a évolué parce qu'on a commencé à consulter les milieux, puis on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de permis. Il faudrait du covoiturage. OK, on le fait. Puis là, on a regardé technologiquement comment ça s'est fait. Puis on est arrivé qu'à avoir une vision intégrée des transports. Au lieu de se mettre à la place du fournisseur, on s'est mis à la place des usagers. De quoi les usagers ont besoin? Ils ont besoin d'avoir une adresse, un endroit, un numéro de téléphone où ils peuvent appeler ou consulter, puis être capable d'avoir toutes les solutions de transport en une. Et éventuellement, on serait en mesure de collaborer avec des services de transport public pour faire en sorte que ça soit arrimé ensemble. Et qu'à terme, avec une application comme Transit, intégrée au logiciel, on est pour parler avec Transit à ce niveau-là, d'être capable de faire en sorte que votre trajet soit dessiné. Donc, vous partez. Vous dites, bien là, vous prenez un covoiturage qui vous amène à tel endroit, ensuite vous prenez le transport en commun, etc. Vous êtes facturé, il y a une seule facturation qui est celle d'Autonomique. On travaille là-dessus, c'est des partenariats, c'est un travail à long terme, mais dans l'immédiat, c'est ça qu'on est capable de fournir. Il faudrait conclure, Jean-François, s'il vous plaît. En conclusion, le projet PAPA, c'est ça. 3 véhicules dans 3 OSBL aînés de la Montérégie, 2 véhicules dans 2 coops d'habitation aînés de la Montérégie, et un projet pour accompagner les aînés dans l'appropriation du service d'autopartage à Saint-Amable, en partenariat avec le CAP de Saint-Amable. Le porteur de ce projet-là, c'est la Corporation de développement communautaire de Marguerite-Diouville, mais c'est Autonomique qui a reçu le mandat d'effectuer toute l'opérationnalisation du projet. Je pourrais en parler encore longtemps. C'est un projet de pilote qui pourrait être déployé ailleurs. Absolument, je vais vous remettre des feuilles que vous pouvez lire et je vous invite à me poser. Je pense qu'après, il va y avoir une période de questions de toute façon. Donc on peut poser des questions des dents. Ouais, hein, c'est ça qu'on pensait tantôt. Là. Moi, je dirais que oui, effectivement. Ouais. Pour quelques questions, oui. Oui, moi j'avais une question importante par rapport à l'assurance. Oui. Dans le temps, on disait comme quoi si jamais tu prêtes ta voiture, tu le à quelqu'un de moins de 24 ans. Là, à ce moment-là, l'assurance pourrait éventuellement te charger un premium. Est-ce que ça existe encore ou c'est parti? Ça existe encore, mais pas pour Autonomique. Ah! Alors, la capitale a consenti à nous permettre de louer les véhicules aux personnes de 18 ans et plus, à partir de 18 ans. Ce qui fait qu'en région, dans les zones rurales, c'est un grand défi, la mobilité des jeunes. Et on est capable, ils nous autorisent à le faire, il n'y a pas de surprime, il n'y a rien. Puis comme c'est un projet pilote, on va voir au fil des années comment ça se fait. Ils sont extrêmement généreux avec nous, en bonne partie, parce que la capitale, c'est une mutuelle. Et donc, au niveau de notre statut d'entreprise d'économie sociale, ils sont extrêmement réceptifs. Puis ils nous l'ont dit, on vous aurait même pas reçu si vous aviez été un privé. Et c'est ce qui fait aussi que la Ville de Montréal veut faire affaire avec nous plutôt qu'avec un autre, déjà parce qu'on a l'application qui permet de fédérer les services, mais également par notre statut d'OBNL. D'accord. Une dernière, madame, il y avait une dame, puis il y avait Simon aussi, après ça on reviendra peut-être à vous. Madame? Les deux, le 950 par mois, admettons, c'est une résidence, c'est la résidence qui fait ça. Exactement. Exactement. Il y a plein de façons de le moduler. Si vous êtes en coop d'habitation, la résidence, c'est vous. Oui.
Donc là, à ce moment-là, on peut décider de charger le même genre de tarif que ce qui est chargé. Puis là, à ce moment-là, on va voir au mois comment ça se déroule. Nous, ce qu'on demande, c'est que pour avoir un véhicule qui est réservé exclusivement à votre résidence, on demande ce montant-là. Donc, garantissez-le nous. On peut réviser à chaque 3 mois, voir si, est-ce que vous l'avez sous-utilisé, surutilisé, réajusté, voir s'il n'y a pas des frais de copropriété, des frais de coop qui peuvent être mis sur le service, ou mettre, mais il y a moyen de moyenner. Puis c'est quand je disais qu'on développe les projets avec les communautés, le projet PAPA en ce moment, là, il a pour objectif de voir à tous ces trucs-là pour qu'en octobre, quand on va lancer les véhicules dans les résidences visées, on ait établi tout un protocole et une façon de fonctionner qui fasse l'affaire de gens qui habitent dans des résidences et qui ont peu de moyens. Là, on ne parle pas des jazz puis des groupes Maurice, là, on parle vraiment des coops d'habitation et des OSBL d'habitation. Certains ont du PSL en axélogie, etc. Donc, on parle vraiment de ça. Donc, si on est capable de répondre à leurs besoins, on est extrêmement confiant d'être capable de répondre aux besoins de n'importe quelle résidence privée également. Simon? Ben, rapidement, c'est très impressionnant, sérieusement, votre OBNL, je suis sur les derrière. Je pense que vous êtes 20 à 30 ans en avant de votre temps. Probablement que dans 30 ans, justement, on n'aura plus le problème de se passer les véhicules. On vit encore une époque où c'est l'auto solo, c'est ma voiture. Moi-même, je vous avoue franchement, j'aime pas quand quelqu'un conduit ma voiture. Encore moins si c'est quelqu'un que je connais pas. Mais je suis encore dans les vieilles mentalités. Je m'en rends compte. C'est juste pour... Ça, c'est un petit commentaire, mais je voulais revenir sur le papa. Je comprends bien le papa, si vous n'avez pas encore établi, c'est à venir. Je disais que ça coûte 990 par mois. Là, 950, oui. 950 par mois. Il faut que le OSBL soit capable de supporter donc 12 000 par année pour offrir à ses résidents une voiture en partage. Ouais. C'est quand même assez onéreux, ouais. Sachant qu'ils ont des budgets serrés. Je pense qu'à la longue, vous allez probablement recalculer, c'est ce que je comprends, selon l'utilisation. J'ai pas compris. En fait, il y a beaucoup de questions dans votre question. Mais donc, premièrement, pour répondre au premier aspect de votre question, ce que le projet PAPA finance, c'est la démarche qui consiste à mettre en place une stratégie. Mais peut-être que dans cette stratégie-là, dans les 6 prochains mois, on a déjà une petite idée de comment on va faire les choses. On travaille avec les aînés, on travaille avec les gens, voir c'est quoi leur capacité de payer, etc. Mettez 15 personnes. Ça leur revient à 63 $ par mois pour avoir accès à un véhicule. Donc, je ne sais pas qui a accès à un véhicule à 63 $ par mois plus 15 cents du kilomètre. Moi, je ne connais personne. Donc, déjà, avec 15 personnes, on fait ça. Si, dans une résidence, on se dit collectivement, je ne sais pas qui va l'avoir, moi, je n'ai pas de permis, mais je sais qu'un autre va pouvoir me transporter, on accepte collectivement de partager les frais. C'est 950 divisé par 40 portes, par 100 portes. Donc, on revient à 9, 10, 15 $ par mois par ménage qui habite dans une grande résidence. Quand c'est une plus petite résidence, c'est un plus gros enjeu, mais quand c'est des plus grosses résidences, il y a moyen. Mais sinon, il y a d'autres aspects. Il se pourrait qu'une ville décide qu'elle trouve ça intéressant de contribuer au financement pour aider ses aînés à avoir une meilleure mobilité. Il se pourrait que le Fonds de développement des territoires d'une MRC dise « Nous, on a envie de mettre de l'argent là-dedans ». Il se pourrait que le Fonds d'appui au rayonnement des régions dise « Nous, on trouve que c'est une stratégie régionale qu'on devrait mettre en place ». Il se pourrait également qu'on puisse avoir... de dire, écoutez, cette résidence-là, elle est trop petite, on ne pense pas être capable de le rentabiliser, mais on pourrait ouvrir le véhicule à la communauté. Et on peut réserver des créneaux d'heures pour les aînés. Par exemple, la journée, là où on sait que monsieur, madame, tout le monde ne l'utilisera pas, bien, la journée, elle est réservée pour les aînés. Et donc, en mettant la communauté dans l'usage du véhicule, on vient qu'être capable de rentabiliser. Donc, quand je disais que pendant les 6 prochains mois, on va explorer des manières de financer puis de rendre ça viable pour les résidences des aînés les plus démunis, ben, c'est des solutions comme ça qu'on a en tête pour y arriver. Et je vous dis que c'est assez bien organisé. Au niveau de l'entretien des véhicules, on a un contrat avec Chevrolet. Partout où il y a un garage Chevrolet ou un partenaire de Chevrolet, parce qu'ils ont des garages désignés lorsqu'ils ne sont pas là, ils vont pouvoir faire l'entretien des véhicules. On a un forfait mensualisé, fait qu'on a, c'est fixe, il n'y a pas de surprise. Et puis au niveau du... ouais, en tout cas, je pourrais continuer. Ouais. Okay. On va laisser, Mais bref, ce que j'ai envie de vous dire, là, sans prétention aucune, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le projet.
On a pas mal pensé à tout. Encore plus. Sans aucune prétention, là, vraiment. Merci Jean-François. Bien situé parce que là, on parle de mobilité, on parle d'économie sociale, donc c'est bien agréable de voir que l'économie sociale est à l'honneur dans la mobilité. Et donc, on parlait tantôt, bon, j'aime bien prendre ma voiture et que personne ne la conduise. Est-ce qu'on a qui ont fait du covoiturage pour venir aujourd'hui? Oui. Merveilleux, c'est bien ça. J'ai 4 personnes, moi, on est 4. Ah, ben c'est bien ça, c'est une belle moyenne. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé les transports collectifs en commun? Transport de ville, la marche? À pied, ouais. Hein, marche à vélo. Il faisait frais un peu ce matin pour le... Donc, voilà. La Corporation de transport collectif de la MRC de Masquinongé, donc une entreprise d'économie sociale. Nous n'avons pas de véhicule à nous. Nous couvrons, dans le fond, un beau territoire. On n'a pas non plus de transport adapté. On optimise, on fait de l'optimisation au niveau de l'offre de transport en taxi, en autobus, en transport adapté avec les autobus d'Orléans Express. Bref. Et on optimise aussi la demande, donc de l'ensemble de la population, et on optimise, bien entendu, ce qui s'appelle les budgets. Donc, on parle aussi, nous aussi, de mutualisation de besoins. Nos services s'adressent à du 0-120 ans, donc souvent, on va... Oui, ben j'ai upgradé parce que l'espérance de vie, ça avance. Fait que j'ai changé mon discours avec le temps. Donc, du 0, donc on a des mamans qui, dans leur cours prénataux, utilisent nos services. Et c'est arrivé souvent qu'on a eu les gens qui prenaient notre service pour leur dernier en voyage. Donc, c'est bien dit. C'est ça, c'est la vie. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport collectif dans la MRC de Masquinongé. On sort-tu à j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Là. Donc, entre les deux, il y a beaucoup de bonnes possibilités. On s'assure de faire, dans le fond, du transport et que nos développements permettent le passage d'une poussette, d'une marchette et d'une chaise roulante. Donc, notre développement est intégré dans ce sens-là. Depuis 15 ans qu'on est sur le terrain, ça nous permet d'avoir une bonne connaissance de la population, bonne connaissance au niveau de nos partenaires transporteurs et aussi une bonne connaissance au niveau des partenaires générateurs de déplacement, ce qui est très important. Le transport collectif, c'est un enjeu socio-économique très important. Donc, ce matin, on parlait de comment garder les gens chez nous. Un des aspects, c'est beaucoup la mobilité. C'est ce qui permet, quand on donne la chance à nos gens de demeurer dans leur milieu, d'avoir accès à leurs services, tout ce qu'ils sont, et pour qu'ils puissent revenir dans leur milieu, c'est un déterminant important. Et le développement en tant que tel des services doit se faire vraiment de façon intégrée chez nous. Donc, on a fait des projets en conciliation travail-famille-études, développement durable, développement pour les travailleurs et pour les aînés. Donc, avoir une mobilité durable pour tous, c'est ce qui compte chez nous. En fait, ce qui est bien, c'est que la mobilité, on est comme la dernière salle, mais en réalité, on devrait entendre parler de mobilité dans chacune des autres salles, tant au niveau de l'organisation MADA, tant au niveau de l'organisation des loisirs et saines habitudes de vie, l'habitation, l'inclusion sociale. La question de la mobilité, c'est le cœur de l'ensemble des salles aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui serait important qui ressorte au final. C'était pour l'aspect introductif de la chose. MRC de Masquinongé, en Mauricie. Le créneau de la Mauricie, c'est la belle d'à côté, donc c'est toujours mignon. Population de 37 000 de population, la MRC de Masquinongé, 17 municipalités, un territoire de 2300 km², donc quelque chose quand même substantiel. On est bordé par Trois-Rivières, par Shawinigan, le parc de la Mauricie, la MRC de Dautrey, donc c'est une entrée vraiment là sur toutes les facettes en tant que telle. On parlait ce matin aussi de briser les frontières, mais briser la frontière entre la Mauricie et la Naudière, ça fait partie des enjeux entre nos deux territoires. La Mauricie, c'est une chose. La MRC de Masquinongé, ben, on voit qu'on a une densité de population qui peut être synonyme de, quand on connaît un petit peu le milieu, de géométrie variable. Donc, on a une densité de population, bien entendu, plus importante du côté du fleuve, Louisville, Masquinongé, Yamachiche. Mais je vous dirais que le secteur du rang du lac à Joe Bob, à Saint-Alexis-des-Monts, et le rang du bout du monde à Saint-Paulin, je vous dirais que c'est pas tout à fait la même affaire. Donc, la densité de population, c'est ce qui fait une grosse différence. Dans Masquinongé, on voit beaucoup l'industrie du meuble,
On voit aussi beaucoup au niveau de la transformation alimentaire et au niveau de l'agriculture. Mais bien sûr, on a de belles montagnes, une belle vallée et tout le temps 3-4 sapins où il y a quelqu'un qui se cache en arrière qui a besoin de transport. L'objectif du transport collectif, c'est de bien identifier les besoins de nos gens. Donc, par le passé, on a fait une étude de faisabilité pour bien venir identifier c'est quoi les potentiels de développement. Chez nous, 1 personne sur 5 n'a pas de voiture. Donc, c'est à considérer dans le développement en tant que tel de la mobilité. 85% de la population en âge de conduire peut avoir accès à un permis de conduire, mais n'a pas nécessairement accès à une voiture. Au niveau de notre service, avec les années, donc on a connu une courbe quand même substantielle dans les développements de notre service. Donc l'année passée, 25 000 déplacements au total, au cumul de ce qu'on a effectué. Et sur 17 000 de population, on a 1 700 personnes qui ont utilisé de façon plus ou moins quotidienne nos services. L'objectif, c'est de venir vous présenter des initiatives porteuses dans l'organisation de la mobilité. Bien entendu, on œuvre au niveau de l'ensemble de la Mauricie, mais principalement dans notre créneau de la MRC de Masquinongé, la planification, la mobilité de la main-d'œuvre. Ce qu'on veut faire surtout ressortir, c'est de travailler avec les entreprises, travailler à réfléchir autrement. La pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est assez d'actualité, mais d'emmener la question de la mobilité au cœur des décisions, c'est ce qui fait une grosse différence quand on parle de la mobilité de la main-d'œuvre. On a développé, nous aussi, une plateforme de covoiturage. Donc, notre constat chez nous était que toutes les entreprises avaient des cellules de covoiturage pour les travailleurs. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que si tu ne travailles pas dans cette entreprise-là, c'est impossible d'avoir accès au covoiturage. Donc, à quelque part, on a gardé l'ensemble des structures et nous, on s'est inséré comme étant le ciment entre les briques, donc pour permettre, dans le fond, du décloisonnement entre les possibilités de covoiturage. Et on a un projet aussi de passe universelle pour les étudiants du Cégep de Trois-Rivières, donc qui est vers Trois-Rivières. Et on veut s'assurer que l'accès à la formation est important. Donc le Cégep a instauré vraiment une passe universelle. Donc c'est possible pour 60 $ par session de se déplacer dans la MRC de Masquinongé, au niveau de Trois-Rivières, au niveau de la ville, dans toute la région de Deschenaux et aussi de l'autre bord du pont à Nicolet, Bécancour et Yamaska. Donc, c'est un projet qui prendra ses racines avec la prochaine session à l'automne. Mais ce type de projet-là, pourquoi je vous en parle, c'est que principalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, le Cégep de Trois-Rivières a fait une initiative pour amener les gens à avoir une meilleure mobilité, mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait juste le logo du Cégep de Trois-Rivières. On peut mettre les logos d'un CIS, on peut mettre les logos d'une entreprise privée. L'organisation de la mobilité, il faut que ça soit l'affaire de tous et de décloisonner les régions, c'est pour le bien de tous. Le transport collectif, quand on développe quelque chose, je vous le rappelle, on pense à la poussette, à la marchette et à la chaise roulante. Donc, ce qu'on développe pour nos travailleurs, il faut que ça serve aussi, dans une certaine mesure, à améliorer les services pour les aînés et pour nos jeunes. Navette interurbaine, donc Orléans Express, chez nous, a changé ses opérations légèrement d'une fréquence très grande à une petite fréquence. Et on a organisé, dans le fond, l'offre de transport pour permettre aux gens d'accéder aux services vers Trois-Rivières. On s'est rendu compte, après l'analyse de la dernière année, que près de 80% étaient pour des gens qui avaient un besoin d'accessibilité à la mobilité, là, transport adapté, des gens qui sont admissibles à ça. Donc, le besoin est là et ça permet, dans le fond, de bien le voir. Autre initiative, espaces multimodaux. Donc, espaces multimodaux, chez nous, ce qu'on s'est mis à réfléchir, c'est qu'avec l'ensemble de nos développements, on se rend compte que pour favoriser les transferts multimodaux, on n'était pas très bien organisé. Donc, on a instauré, chez vous ici dans la Notière, vous avez Jean-Baptiste Lanotière, super projet, mais c'est pas partout. Donc, il faut innover un peu. Et l'objectif, c'est de centraliser des municipalités et d'avoir des endroits où on peut arriver avec la voiture, donc un stationnement de covoiturage, arriver avec son vélo pour pouvoir embarquer dans l'autobus ou de pouvoir faire du covoiturage, donc d'avoir des stationnements à vélo, des bornes électriques, donc de penser que ça soit vraiment globalisé, d'avoir des abribus, donc pour s'assurer que tout le monde puisse en bénéficier. Le principe, dans le fond, était de façon très globale absent sur notre territoire et de penser à la mobilité dans son ensemble. On ne fait pas juste gérer du transport, mais on réfléchit à ce que l'usager ait accès à quelque chose de complet en tant que tel là, dans son déplacement. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de notre stratégie de mobilité durable des aînés.
Ce plan d'action qu'on a mis en œuvre, dans le fond, se veut vraiment un point d'ancrage pour venir améliorer les services, faire connaître davantage, comment y arriver, bien connaître aussi les gens qui ont besoin de transport. Initialement, on est parti de constat pour se rendre compte que, bon, la mobilité, c'est une chose, avoir sa voiture, c'en est une autre, d'avoir le conjoint qui conduit, madame peut-être pas, c'est un autre enjeu. L'autonomie résidentielle, c'est pas nécessairement l'autonomie pour se déplacer, avoir à se repérer, de se rendre dans des nouveaux endroits et tout ça, donc on se rendait compte qu'il y avait un enjeu qui était là. On s'est rendu compte aussi que nos usagers finissaient par nous dire, ben, moi, j'aimerais ça qu'on me donne un coup de pouce parce que je ne conduis pas vers Trois-Rivières. Je ne conduis pas la nuit. Je remise ma voiture l'hiver parce qu'on ne l'utilise pas tant. Donc, l'ensemble de ces éléments-là ont fait en sorte que l'accès à du transport devenait automatiquement là, un enjeu particulier. On a eu d'autres situations aussi que le sens de l'orientation, c'était difficile, ou ce que le sens de l'organisation des déplacements, c'était difficile. Fait que là, automatiquement, on s'est dit, il faut agir, il faut mettre en place un certain nombre de stratégies pour nous permettre, dans le fond, de régler ces éléments-là là, pour l'ensemble de la population. Puis, on se rend compte que, au final, c'est pas tous nos aînés qui ont ça. C'est problèmes peut-être cognitifs ou des choses comme ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos aînés étaient mal préparés. Chez nous, ce qu'on s'est rendu compte, nos aînés, nos gens nous disaient, ben c'est bien beau le transport, mais chez nous, là, ils passaient juste l'autobus voyageur en avant de chez nous. Puis l'autobus voyageur, ben c'était pour voyager, c'était pas pour se déplacer. Fait que là, quand on constate ça, tu fais comme, OK, bon, ben c'est peut-être pour ça qu'Orléans Express, ça allait pas si bien que ça. Donc, on s'est mis à travailler dans cet angle-là, de venir aider, dans le fond, nos gens à apprendre, à s'approprier les services, à mieux connaître, puis à mieux faire connaître en tant que tel qu'est-ce qu'on peut faire, puis aussi vers où est-ce que les gens peuvent aller. Parce que souvent, on se rend compte que les organismes, bon, on l'a vu, le manque de communication, c'est généralisé. C'est pas parce que ça se passe ici que ça se passe pas dans Masquinongé ou dans Mauricie, là, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas mal pareil. Les gens, en tant que tels, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'apprendre à comment, ils ont besoin d'apprendre à l'essayer. Donc, on a mis, là, je ne vous ferai pas l'éloge de tous ces objectifs, ça c'est ma belle phrase, la madame qui nous a dit, elle dit, écoutez, moi depuis que j'utilise le transport collectif, j'ai préservé mon autonomie. J'ai trouvé ça merveilleux. Préserver son autonomie, ça veut dire que je ne suis pas obligée de demander à Pierre-Jean-Jacques de venir m'aider pour aller à une classe. Nous, c'est notre travail, c'est ce qu'on leur dit. Vous ne nous dérangez pas si vous nous demandez 15 rendez-vous dans la semaine. C'est ça notre job, c'est bien correct comme ça. Parce que souvent, les gens ont peur de déranger. Chez nous, ne dérange pas. Donc, ce qu'on a mis un petit peu en place, c'est entre autres ça, l'aide-mémoire. De venir présenter c'est quoi les services. Qu'est-ce qui s'offre à eux. Un petit aide-mémoire, un petit contenu qui était bien simple. On a instauré des espaces réservés pour faciliter l'embarquement. Parce que dans notre démarche, on ne faisait pas juste donner, dans le fond, des outils, mais on venait aussi corriger des éléments qui nous étaient apportés comme étant à corriger au niveau de notre transport. On a développé un circuit, on a appelé ça mobilité. On allait dans la ville de Louisville. Aujourd'hui, on l'a développé davantage. On a aussi organisé des séjours exploratoires à la STTR, à Trois-Rivières. La STTR a accueilli des groupes, parce que ça c'était le premier, mais on y est retourné plusieurs fois, pour venir regarder l'autobus de ville. C'est pas quelque chose qui est complexe. On embarque, on vous le montre, on va visiter les garages. Ça a eu un impact très important pour les gens. On a développé aussi un réseau de fiers ambassadeurs du transport collectif. Donc, chez tous nos générateurs de déplacement, la personne retrouve ce collant-là en mettant la main sur la porte. Ça veut dire qu'ici, là, ils sont transport collectif proof. Bon, j'aime pas l'anglicisme, mais c'est ça pareil. Donc, on a pris le temps de rencontrer les générateurs de déplacement. De la petite pharmacie à l'épicerie, au bureau municipal, on a fait le tour pour venir donner des informations, un bloc-notes, un crayon avec nos coordonnées. Vous avez des gens, ils attendent le taxi, ils attendent le véhicule, un autre véhicule, ils attendent l'autobus. Vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il y en a, c'est nous. On a centralisé vraiment l'offre et les questionnements qu'il y avait en lien avec la mobilité autour du transport collectif. Et on travaille beaucoup au niveau des aidants.
En réalité, souvent la question c'est comment vous pouvez nous aider. Bon, ben, le transport collectif, on est là pour aider les familles autour. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est là aussi pour principalement aider soit l'aîné, soit la famille, ou soit donc les aidants. Ce qu'on fait, entre autres, c'est qu'il y a un rendez-vous médical, mais on peut arriver amener la personne et on peut l'emmener à son rendez-vous. La personne qui l'accompagne, son aidant, va le rejoindre directement à son rendez-vous. Ce qui fait en sorte, c'est qu'on est comme plusieurs à se répartir cette tâche-là de mobilité, et c'est ce qui fait une différence en tant que tel dans les milieux. Il resterait 1 minute. Ça donne bien, c'est parfait. Des banques de bénévoles accompagnateurs. Donc, avec les centres d'action bénévole, on a travaillé à organiser, donc c'est ce qui était dit tantôt, tous les transports autres que médical, de développer dans le fond un réseau de bénévoles qui peuvent utiliser le transport collectif, qui peuvent intégrer. Mais on a aussi intégré toute la notion d'avoir un proche parent qui vient avec nous, qui nous donne un coup de pouce. Ça fait une grosse différence. Donc, on prend vraiment la question de la mobilité de nos aînés dans une globalité, et c'est ce qui fait la différence vraiment pour améliorer le service. Donc, on est rendu dans les poursuites. Donc, comme vous voyez, on a continué à faire des démarches pour s'assurer que nos aînés continuent à s'impliquer dans la vie locale. On a des gens qui ont demeuré, dans le fond, dans le milieu, et l'exode de nos aînés a été freiné par la bande parce qu'on leur a vraiment démontré qu'en leur offrant la possibilité d'avoir accès à de la mobilité, on était en mesure de les garder chez nous. Et ce qu'on a vu, souvent c'est les milieux plus ruraux qui, eux, doivent travailler à cette dévitalisation-là pour s'assurer, dans le fond, de garder leurs gens. Mais je vous dirais que la question est vraie pour nos aînés, elle est aussi vraie pour nos jeunes. Donc, ce qu'on met en place, encore une fois, on s'assure de le faire globalement pour l'ensemble de la population, et on travaille avec nos décideurs, avec nos élus sur le terrain, en leur disant, regardez, quand on met la mobilité vraiment au cœur de nos décisions, et on réussit à venir régler une bonne partie des questions de pénurie de main-d'œuvre, on vient régler une bonne partie de la question de l'accès à la santé, et on vient régler une grande question au niveau, dans le fond, là, de tout notre développement social. Fait que c'est vraiment en mettant la mobilité au cœur qui fait la différence. Merci. Juste pour compléter, donc, la mobilité pour les aînés, ça se veut vraiment imposant, donc le circuit de ville qu'on a vu, entre autres, mais faire autrement. Si vous avez quelque chose à retenir pour vos milieux, c'est de penser à faire autrement. L'accès à du financement, ça existe, il y a plusieurs possibilités qui se font, puis des innovations, c'est ce qui va faire la différence. Voilà. Merci beaucoup. Présenter un petit peu la démarche dans laquelle ce forum-là s'inscrit. C'est la démarche par notre propre énergie. Donc, en fait, c'est une démarche de mobilisation nationale qui se déploie à l'échelle régionale. Donc, dans chaque région au Québec, il y a des conseils régionaux de l'environnement qui sont chapeautés au niveau national par le réseau national des CRE. Et en fait, c'est vraiment dans le but de travailler de concert et d'appliquer ce qui se fait de mieux dans les différentes régions, de pouvoir partager cette expertise-là. Nous, ce qu'on veut dans la Nodière, c'est de mobiliser la région dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. C'est une démarche qui est soutenue depuis 2009 par le gouvernement du Québec. Donc, ça fait vraiment plusieurs années qu'on travaille sur ces questions-là. Et je vous dirais que la question de la mobilité s'est imposée assez rapidement parce qu'on sait que une grande partie des émissions de gaz à effet de serre qu'on produit viennent du domaine du transport. Donc, c'est vraiment central dans notre action. Les objectifs de cette démarche-là, d'abord, c'est de faire avancer la réflexion, le dialogue. Je parlais de concertation au niveau régional, mais aussi interrégional dans la lutte au changement climatique. Dans chaque région, on a à développer et à réaliser un projet concret de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je vais y revenir un peu plus tard. On cherche à sensibiliser les acteurs du milieu sur les impacts des changements climatiques. Et adresser un portrait régional de l'adaptation. Donc, on sait qu'il y a des changements climatiques qui nous affectent, qui vont continuer de nous affecter. On est rendu à un moment où on ne peut pas juste se dire on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. On doit aussi voir comment est-ce qu'on peut mieux aménager nos villes, nos régions pour en fait prévenir les impacts futurs. Puis dernier point qui est très important, puis je pense que
Bon, les deux présentations avant moi en ont été des super beaux exemples. C'est de comment faire rayonner les pratiques exemplaires, de favoriser le maillage entre les régions, entre les acteurs. Donc, d'aller chercher vraiment ce qui se fait de mieux et de le partager. Donc, c'est un petit peu les buts de notre démarche. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a 16 forums régionaux qui se sont tenus dans les derniers mois dans chacune des régions du Québec. Et on va poursuivre cette démarche-là jusqu'à 2020, où on va tenir un grand forum national cette fois-ci, qui va venir faire un peu la synthèse de tout ce qui va s'être fait au Québec. Pour en venir au forum un peu plus concrètement, donc, je vous l'ai dit, ça s'est tenu le 14 mars dernier. On a réuni une 60aine de professionnels, d'élus lanaudois, vraiment je dirais de provenance assez variée, mais on avait beaucoup des gens du monde municipal, des entreprises, des organismes de la région. Et ça a permis 3 choses principalement aux participants. Ça leur a permis de s'approprier le concept de la mobilité durable, de s'inspirer des meilleures pratiques en la matière et de réfléchir collectivement sur quel projet concret est-ce qu'on pourrait mettre en place dans la Naudière qui va permettre de venir répondre à certaines problématiques. Je vais faire un court retour là, sur des initiatives inspirantes qui ont été mises de l'avant lors de ce forum. Donc, on a une présentation de la ville de Joliette. Oui, je dirais que ces dernières années, ils ont travaillé beaucoup au niveau du transport actif. Donc, on parle d'élargissement des trottoirs, de saillies de trottoirs pour permettre de réduire la distance de traverse, éloigner les piétons des voies de circulation. Le trottoir, il n'y a pas toujours besoin d'être directement à côté de l'endroit où les véhicules circulent. On peut y avoir une bande végétalisée avec des arbres, avec de la végétation. Ça permet, je dirais, d'augmenter le sentiment de sécurité. Puis je pense que ça peut être bon pour tout le monde. On se rend compte souvent, particulièrement pour peut-être les personnes en bas âge et les personnes plus âgées, que le sentiment de sécurité, quand on parle de transport actif, est vraiment central. La ville de Plessisville qui était venue nous parler de la mobilité active pour les aînés. Valérie aussi, en fait, était présente à notre forum, fait que je n'ai pas répété ce qu'elle nous avait présenté, mais je pense que le concept là, de poussette, marchette, chaise roulante, il est vraiment intéressant dans le sens ce qu'on se rend compte, c'est quand on fait un aménagement qui est bon pour nos aînés ou qui est bon pour les jeunes familles, souvent ça va répondre aux besoins de pas mal l'ensemble de la population. Donc, si on a des temps de traverse qui sont suffisamment courts à une intersection, mais ça va répondre tant aux aînés qu'aux jeunes enfants, qu'aux personnes à mobilité réduite de tout âge. Leur manière de faire, on a parlé beaucoup, on a parlé un petit peu en matinée de l'importance de la consultation. Ça peut se faire à différents niveaux. Donc, dans le cas de Plessisville, c'est l'organisation d'un café-rencontre, donc vraiment d'aller à la rencontre des gens. On parlait un peu plus tôt de faire un sondage, mais je pense que le contact direct aussi, il permet d'aller tirer peut-être un peu plus de jus. Ils ont fait aussi ce qu'ils ont appelé une marche exploratoire. Donc, pas seulement développer les idées en théorie, mais de venir les appliquer sur le terrain, d'aller voir c'est quoi vraiment les obstacles au déplacement des gens, d'aller tester comment les trottoirs sont faits, comment les pistes cyclables sont faites, et après ça, en ayant vraiment le contact terrain, mais c'est peut-être plus facile pour la prochaine fois quand on va planifier notre développement, de le faire de la bonne façon et de vraiment répondre aux besoins des gens. Un système qui vient rejoindre peut-être une présentation qu'on a eue plus tôt, on avait un des panélistes, YH Environnement, qui eux aussi ont un système d'autopartage de véhicules électriques en région. Donc, ils travaillent eux aussi de concert avec les municipalités pour offrir un système d'autopartage et de rendre les véhicules disponibles en dehors des heures d'utilisation de la municipalité. On avait aussi la compagnie électrique Lyon, les fameux autobus Lyon, qui sont déployés beaucoup aux États-Unis, en Californie, qui commencent à l'être au Québec. Des autobus 100% électriques qui sont construits juste ici dans la région voisine. Et en fait, sont en train de développer leur plateforme qui puisse s'adapter aussi à tout type de véhicules lourds, que je pourrais dire. Donc, c'est plus seulement les autobus scolaires, mais les autobus pour le transport collectif, les véhicules municipaux lourds qui pourraient être adaptés à cette plateforme électrifiée-là. Donc, quand je parle d'initiatives inspirantes, ben
c'en est un bref résumé. Et ça nous a mené, je vous dirais, à certains constats. Il y en a beaucoup qui recoupent ce qui a déjà été dit aujourd'hui. Ceux-là, je vais les passer un peu plus rapidement. Mais je vous dirais que les solutions en matière de transport et en matière de mobilité passent par une panoplie de mesures. Donc, il n'y a pas une solution miracle, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut aller vraiment répondre aux besoins. Les besoins sont multiples, les solutions le sont aussi. C'est important quand même de garder ça en tête. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui existent déjà. On n'a pas nécessairement besoin de réinventer la roue tout le temps. Il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs initiatives dont on peut s'inspirer. On a vu des plateformes qui regroupent. Je veux dire, c'est pas nécessairement de réinventer la roue tout à fait. Donc, on utilise un paquet de systèmes qui existaient déjà, mais on les regroupe sous la même plateforme, sous la même application, permettre de lui donner un nouveau souffle. On s'est rendu compte aussi ce qui est ressorti, je pense qu'on le sait tous un peu, c'est qu'il y a quand même un manque de collaboration et de concertation régionale à certains niveaux. Donc c'est important quand même que les différents acteurs, que les différentes MRC travaillent le plus possible de concert pour permettre un arrimage au niveau du transport, donc s'assurer de pouvoir se déplacer d'une municipalité à l'autre, mais aussi d'une MRC à l'autre, et que ça puisse se faire en continu, qu'on n'ait pas besoin de faire des transferts incessants. Donc, il y a moyen peut-être d'optimiser encore plus la chose. On en a touché un mot aussi, qui est quand même une part importante de la population qui est réfractaire au changement, ou du moins qui manque peut-être d'un certain niveau d'information sur les possibilités, les projets qui existent déjà. Donc, c'est important que d'une part, de la consulter en amont avant de mener des projets, mais aussi de l'informer une fois que ces projets-là sont implantés de différentes façons. Donc, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas rejoindre 100% de la population avec une seule méthode. Donc, quand on développe, par exemple, des plateformes numériques, puis on s'adresse aux personnes, à nos aînés, est-ce que c'est vraiment la meilleure plateforme? Puis, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y ait pas une brisure qui se crée? Mais je pense que c'est important de se poser cette question-là. Finalement, un dernier constat, c'est qu'une vision cohérente à long terme est nécessaire. Donc, il faut penser la question de la mobilité vraiment sur un horizon le plus à long terme possible. On a vu ce matin, au niveau de la démographie, que ça allait évoluer quand même assez rapidement au cours des prochaines années. Donc, c'est important de ne pas prévoir pour les besoins d'aujourd'hui, mais aussi de prévoir pour les besoins de demain. Comme ça, on n'aura pas besoin de toujours courir après notre queue et de recommencer le travail. Maintenant, je vous disais que ce forum-là permettait de faire ressortir des projets régionaux concrets. Donc, il y a 3 projets qui sont ressortis de ce forum-là. Donc, on avait la question de créer un comité inter-MRC en aménagement du territoire, ce qui est ressorti de nos discussions. C'est quelque chose qui existait déjà sous une certaine forme. La création d'une structure régionale de concertation en transport collectif et actif. Et finalement, un plan de déploiement régional en électrification des transports, accompagné d'une campagne d'éducation sur la mobilité durable, qui est le projet qui a été retenu. Donc, vous êtes un petit peu en fait, ça vient tout juste d'être accepté par le ministère au début de la semaine. On va lancer, et pour les 2 prochaines années, on va travailler sur le projet La mobilité durable Sam Branche, donc qui est un projet à 2 volets. Quand je parle d'un plan de déploiement régional en électrification, on veut vraiment travailler avec l'ensemble des acteurs pour s'assurer. On a déjà vraiment un filon intéressant dans la Naudière au niveau de l'électrification. On a, par exemple, un concessionnaire qui est le plus grand vendeur de véhicules électriques au Canada ou en Amérique du Nord, qui est dans notre région à Rawdon. On a des municipalités qui sont quand même assez proactives au niveau de l'électrification, mais on veut s'assurer qu'il y ait vraiment une concertation régionale qui se fasse de ce côté-là. Et pour ce faire, pourquoi la campagne d'éducation à travers tout ça, c'est qu'on veut vraiment camper l'électrification des transports comme faisant partie d'un tout. Donc, vraiment la présenter comme une solution, mais qu'on ne doit pas abandonner les solutions alternatives à l'auto-solo, que sont le transport collectif. On parlait d'autopartage, de covoiturage. Donc, on veut vraiment présenter la mobilité durable comme un tout.
Donc, ça va être notre projet pour les 2 prochaines années. Donc, on aura sans doute l'occasion d'y revenir et de collaborer, que ce soit avec la table de concertation régionale pour les personnes aînées de la Naudière ou avec vos organisations respectives qu'on se fera un plaisir de rencontrer, j'imagine, dans les prochains mois pour développer tout ça de concert. Donc, ça fait le tour.